écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, un nouveau podcast Histoire à la recherche de nous-mêmes. On est à l'INSAP à Rabat avec le directeur de l'INSAP, c'est Abdelil Bouzouguel. Bonjour. Bonjour, c'est Reda Aldani. De retour, nous chez vous et vous chez nous. C'est-à-dire qu'on se déplace pour vous inviter. Merci pour l'invitation. Et on voudrait bien discuter un petit peu du pré-islamique, c'est-à-dire de ce qui s'est passé avant l'arrivée, pas de la religion, mais plutôt des Omeyyades, vu que ce sont les Omeyyades qui ont amené l'islam, et de la partie de notre histoire qui précède, qu'on appelle pré-islamique, mais qui est très longue, et envers lequel vous trouvez qu'on a une attitude un peu d'inconfort et qu'il faudrait peut-être réhabiliter. Je vous ai entendu déployer ce genre d'idées, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En fait, cette période pré-islamique, comme vous l'avez dit, effectivement, elle est très longue. Et elle commence à partir, je dirais, dès la fin d'une période qu'on appelle la proto-histoire, c'est-à-dire la période qui a précédé l'écriture, l'apparition de l'écriture. L'histoire commence avec l'écriture. Hein. Ça ne veut pas dire que la préhistoire n'est pas une histoire. Non, c'est une convention, c'est juste... Oui, par convention. Donc, pour moi, la préhistoire, je préfère le terme d'histoire sans écriture. D'accord. Voilà. Mais effectivement, l'histoire, encore une fois par convention, commence avec l'écriture. Et là, pour ce qui concerne le Maroc, donc il y a en fait une chronologie, une subdivision. Et on admet que cette période de la proto-histoire commence vers 3000 avant le Christ jusqu'au 8e siècle. Pourquoi le 8e siècle ? C'est en fait les premiers témoins, je dirais, archéologiques de l'apparition, de l'arrivée en fait des Phéniciens. Et effectivement, ça ne veut pas dire que ce sont les Phéniciens qui ont introduit l'écriture, parce que ça dépend aussi de l'écriture. Vous voyez, je suis un peu pas mal à l'aise en fait pour parler de ce sujet, parce que ça dépend en fait de ce que certainement il y avait aussi de l'écriture avant. Donc, mais on va consacrer un podcast voilà. avec un expert de chez vous sur les débuts de l'écriture, avec le phénicien, parce que là, on libyque, dit que ce sont les Phéniciens qui ont introduit l'écriture. Moi, je dirais peut-être que c'est une idée qu'il faut revoir et qu'il y avait d'autres formes d'écriture aussi, avant même l'arrivée des Phéniciens. Donc, certainement, je dirais que les limites, en fait, ces limites-là vont certainement bouger. Et peut-être pour parler du début de cette histoire bien avant l'arrivée des Phéniciens. Revenir à cette période pré-islamique, donc commence avec ce qu'on appelle la période antique, donc c'est en fait les Phéniciens, on parle aussi des Romains d'une manière classique, mais ça aussi c'est quelque chose qu'il faut revoir. Pourquoi ? Parce que d'après un collègue, que d'ailleurs c'est lui on discute beaucoup en fait de ces sujets, c'est Abdelaziz Khayari, il m'a parlé d'un terme que j'adopte depuis, et qui est la période maurétano-romaine. Maurétano-romaine. C'est-à-dire, on ne pas parler uniquement de la période romaine. Parce que lorsque les Romains sont arrivés, même les Phéniciens, ils n'ont pas trouvé, je dirais, un désert. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé, en fait, des groupes humains qui avaient leur culture, qui avaient leur savoir-faire, leur architecture, leur organisation, bien sûr, leur royaume, l'organisation sociale, politique, économique, religieuse aussi. Et donc, ils sont venus, et certainement, en fait, ce qu'on voit maintenant dans les structures qu'ils ont laissées, je dirais qu'ils ont beaucoup aussi emprunté à ces populations qu'ils ont trouvées. Qui emprunte à qui ? Les Romains empruntent aux Mauritaniens, aux morts, en fait, disons. Ah, bien sûr, mais c'est de toute façon... Et les morts aux Romains, bien sûr. Les Romains, ils ont, je dirais, lorsqu'ils sont venus avec leur savoir-faire, comme j'ai dit, c'était pas nouveau. C'était pas un désert. Non, c'est-à-dire qu'il y avait... En fait, une communauté, il y avait un substrat qui est solide. C'est celui-là qu'on connaît mal, en fait. Tout à fait. Donc, et c'est pour ça que, en fait, que l'archéologie, les archéologues avec les historiens travaillent côte à côte pour un peu jeter un peu de la lumière, en fait, sur ces périodes qui sont très importantes. Et donc, par exemple, l'arrivée des Romains, comme j'ai dit, n'a pas beaucoup bouleversé, je dirais, même sur le plan démographique, ils n'ont pas bouleversé la composante démographique de la population locale. Peut-être une partie de la population locale est là, adopté certaines coutumes, certaines traditions des Romains. Des modes de vie. Des modes de vie, mais il faut dire que les Romains aussi ont pu faire ce qu'ils ont pu faire, mais grâce à ce qu'ils ont déjà trouvé. Voilà.
c'est la période Maurétano, vous avez envie de l'appeler la période Maurétano-romaine. Je préfère ce terme plutôt que de dire la période romaine, ou bien, voilà. La période romaine, elle nous exclut de l'histoire, en fait. Bon, si on dit ça, c'est... Parce qu'en fait, il y a une façon de raconter l'histoire du Maroc qui, je crois, est un peu, j'ai envie de dire, coloniale, qui consiste à dire les Phéniciens, puis les Romains, puis les Arabes, et ensuite les Français, les Espagnols. On a l'impression que c'est un couloir de passage qui est exclusivement raconté par ceux qui sont venus. Ça dépend comment les choses sont présentées. Il y a un peu de vérité dans ce que vous dites, mais... Merci. Non, mais c'est vrai. Mais je veux dire, ça dépend comment on présente les choses. Donc, et c'est vrai, si on le présente de cette manière, sous forme d'un timeline, on le voit en fait comme ça, c'est-à-dire ce sont une succession, je dirais, de cultures, de groupes humains, de civilisations en fait qui se sont succédés, phéniciens, pré-romains, voilà, et on occulte un peu ce qui s'est passé avant, ce qui a existé, ce qui a pu exister ici. Donc oui, en quelque sorte, c'est comme si en fait on montre cet espace effectivement comme un couloir. Or, la vérité, c'est que même avec les Phéniciens, leur présence, elle était quand même très très limitée. C'est limité en fait au littoral. Oui, et pas tout le littoral, il faut le dire. Alors de quel littoral les Phéniciens ont pris? Méditerranéen et Atlantique, bien entendu. Mais en fait, c'était, d'abord il faut le dire, c'était des navigateurs bien sûr, mais c'était des commerçants. Ils s'intéressaient beaucoup plus au commerce. Juste pour être clair, les Phéniciens viennent aujourd'hui, c'est le Liban. Plus ou moins. Oui, plus ou moins, oui. Ouais. Mais il faut dire que ces relations avec le Levant, en général, voilà, avec le Levant, elles sont très anciennes. Donc là, les données génétiques le prouvent. Mais ça ne veut pas dire qu'une population est venue au fait du Levant ou bien l'inverse. Il y a eu des contacts. Il y avait certainement des contacts depuis au moins 15 000 ans. Au moins. Et ce qui est intéressant, c'est que ces contacts ont continué, mais on ne peut pas maintenant, on n'a pas le droit de dire maintenant qui nous ont par exemple introduit, je dirais, l'agriculture, introduit l'écriture, ou bien certaines pratiques, certains savoir-faire qu'on connaît, parce que, comme j'ai dit, c'était pas un désert. Alors, revenons à ce Maroc maurétano-romain, cette période maurétano-romaine. On connaît des noms de rois de l'époque, de royaumes, etc. Mais vous avez parlé des modes de vie, vous avez parlé de la religion, vous avez parlé de... Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a énormément de choses à apprendre et énormément de choses à découvrir encore? Et est-ce que, question subsidiaire, est-ce que ça nous intéresse vraiment, en tant que Marocains, de s'intéresser à nous? Est-ce qu'on est capable de s'approprier cette partie, alors que l'islam est une chose tellement importante dans notre identité, qu'on va avoir du mal à faire le lien avec ces gens-là qui n'étaient pas musulmans vu qu'il n'y avait pas d'islam? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est... je sais pas si... Si j'avais le choix, je ne me poserais pas la question comme ça, je la poserais autrement. En fait, le Maroc, il faut le dire, et maintenant tout le monde le sait, même dans les manuels scolaires, donc on le voit dans les livres, pas mal de publications, aux universités, etc. On comprend parfaitement maintenant qu'il y avait par exemple une organisation sociale, religieuse, etc., avant l'arrivée de l'islam, c'est-à-dire avec les royaumes amazirs. Donc là, c'est la période mauritanienne, donc ils étaient là, donc c'est-à-dire cette organisation était là. Et est-ce que les Marocains ont pu s'approprier ce patrimoine ou cette histoire? Je pense que ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est une manière aussi de s'approprier en fait ce patrimoine, être d'abord conscient de ce patrimoine, le connaître, le valoriser et bien entendu le protéger, le préserver. Et donc là, oui, effectivement, je pense que, mais ça je le vois, et pas seulement parce que je suis directeur à l'INSAP, mais je suis aussi chercheur et archéologue, je vois qu'il y a une demande. Une demande, par exemple, en matière de connaissance de notre histoire, mais pas de l'histoire, je dirais, événementielle, mais d'une histoire, je dirais, des savoir-faire, une histoire de la culture, de nos expressions, des choses, en fait. Ce qu'on est maintenant, il a une profondeur historique, en fait. Et cette profondeur historique, on a besoin, en fait, de la connaître et de s'approprier, en fait, cet héritage. Alors, pour s'approprier cet héritage, il faut travailler un peu, il faut le connaître, il faut le mettre à jour. Et là, dans cette période-là, je parle sous votre contrôle, c'est de l'archéologie. Il faut creuser, il faut fouiller, là, parce qu'on a du mal à trouver du texte, on a du mal à... Enfin, il faut aller... Il faut que vous envoyiez vos experts, là, non? Vous savez, on ne peut protéger... J'ai appris ce matin, parenthèse, avec votre collègue, une certaine ville, Bessara, dont j'ai jamais entendu parler. Je crois que c'était en Irak, quand même. Là, il y avait une... Apparemment, c'était la résidence d'été des Idrissides. Vous n'êtes pas le seul. Voilà, mais bon, mais c'est pas possible que je connaisse pas ça, alors que ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus. Donc, il y a un manque, il faut... Est-ce que c'est un problème de ressources, qu'est-ce qui manque? Vous savez, on ne peut protéger, préserver que ce qu'on connaît. Et donc l'archéologie, elle est là pour aider.
Et donc cette connaissance historique, il y a en fait deux sources. Il y a la source, je dirais, de l'histoire comme discipline, comme science, c'est-à-dire qui se base principalement, je dis principalement et majoritairement sur des documents écrits. Et il y a l'archéologie qui se base sur, je dirais, les documents matériels. Et donc l'archéologie, en quelque sorte, elle fait parler les pierres. Et donc pour faire parler les pierres, il faut effectivement en fait fouiller, donc fouiller le sol, etc. pour faire surgir à la surface des cités, certaines structures, des institutions, par exemple religieuses, des temples, ou bien, je dirais, autre chose comme les thermes, etc., etc. On a parlé là, dans un précédent podcast d'une vieille société sédentaire marocaine. Vous nous avez raconté comment la présence on peut dire un cimetière, ou d'une nécropole, vous avez dit, attestait du fait qu'il y avait une grande masse de population qui était au même endroit. Vous nous avez raconté comment le Maroc, qu'on voyait systématiquement associé au nomadisme, pouvait également avoir été une des plus vieilles sociétés sédentaires. Donc en fait, cette espèce de réécriture, de réécrire cette antiquité ou ce pré-islamique, casse beaucoup d'idées reçues. Est-ce que dans votre discours quotidien autour de vous, est-ce que vous avez l'impression que vous faites face à beaucoup de clichés qu'il faut combattre? De clichés, je ne sais pas, mais de la méconnaissance, oui. C'est-à-dire les gens ne connaissent pas beaucoup de choses, ou bien ils n'ont pas accès à certaines informations. Il faut dire aussi, faire le mea culpa des archéologues. Les archéologues aiment bien, en fait, sont très prudents. C'est vrai qu'ils fouillent et la fouille peut durer des dizaines d'années. Et ils sont prudents, en fait, avec les résultats aussi. Il faut les valider, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, en fait, peut-être à retenir, c'est que grâce maintenant à l'archéologie et les sciences historiques aussi, on commence un peu à mieux comprendre, en fait, notre histoire et à combattre certains clichés. Comme par exemple, l'agriculture, on ne nous est pas parvenu de l'Orient, alors que c'était une invention locale. Comment vous savez ça? Bon, il y a une chose, c'est-à-dire, vous savez, en archéologie, on travaille sur le temps. Et le temps, c'est important. Donc, lorsqu'on dit, par exemple, que les plus anciennes traces de l'agriculture sont en Orient, vers, je dirais, entre 7000 ans jusqu'à 10 000 ans, là, c'est beaucoup plus ancien. Donc, en fait, je dirais, pas l'agriculture comme on la connaît maintenant, mais je dirais les débuts. Qu'est-ce que vous appelez les débuts de l'agriculture? Les débuts, c'est-à-dire, vous savez, pour l'agriculture, enfin, je le dis aussi dans mes cours à mes étudiants, on parle souvent de ce qu'on appelle la révolution néolithique. Et néolithique, c'est-à-dire l'âge nouveau de la pierre, si vous voulez, ou l'âge de la nouvelle pierre. C'est-à-dire, c'est les pierres qui étaient polies, qui ne sont plus taillées par les groupes humains. Et c'est à cette période-là, on dit, on ne peut qualifier une société de néolithique, à partir de 7000 ans par exemple au Maroc, que lorsqu'elle a certains caractères. Et ces caractères sont, par exemple, l'agriculture, la domestication des animaux et des plantes, comme la culture des céréales, et le polissage, en fait, c'est-à-dire on n'est plus dans la taille, mais on est dans le polissage de certains outils, surtout en pierre, et aussi l'invention de la poterie. De la céramique, si vous voulez. Pour stocker. Pour stocker, bien sûr, le surplus. Or, ce type de pratique, ils ont une profondeur, encore une fois, ils ont une profondeur historique. C'est-à-dire qu'ils ont commencé avant. Ce qu'on a en fait, c'est comme si c'est le fait accompli au néolithique. Alors que, il y a 15 000 ans, par exemple, les humains ont déjà commencé à être sédentaires. C'est-à-dire à se fixer dans un endroit, ont commencé à exploiter, en fait, les ressources d'un paysage donné. Donc, c'est en quelque sorte le début de la transformation des paysages, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et puis... L'agriculture, c'est la transformation des paysages. Tout à fait. Bon, regardez autour de vous, vous allez voir. Donc, en fait, c'est lorsqu'on va commencer à faire, par exemple, arracher des arbres pour, en fait, gagner du terrain, pour faire pousser le blé, etc. C'est une transformation de paysage. Et ça arrive quand chez nous, ça? Bon, voilà, c'est encore un cliché. Donc, si on veut croire le cliché, c'est 7000 ans. Mais si on... Et ça, le cliché te dit, ça vient, il y a 7000 ans de l'Est. Voilà, c'est une introduction de l'Orient. Alors que c'est pas vrai. C'est en fait, il a une profondeur. Supérieure à 7000 ans. C'est-à-dire l'émergence des sociétés agro-pastorales, c'est une question locale. Elle n'a rien à voir avec l'extérieur. D'accord. Et quels sont les éléments les plus frappants que vous avez pour prouver cette assertion? Bon, plusieurs éléments. D'abord, comme j'ai dit, donc il faut répondre aux éléments qui vont nous permettre de qualifier une société de néolithique. Voilà, vers 7000 ans. Et donc, c'est la sédentarisation. Et là, il y a 15 000 ans, on voit que ces populations étaient là tout le temps. Nécropole. Voilà, pas seulement. Hein. Je vais au fait vous dire quelque chose qui est vraiment très révélatrice de la sédentarisation. Il y a 15 000 ans, dans une grotte qu'on appelle la grotte des pigeons à Tafora, dans la région de Berkane, on a trouvé en fait ce squelette aux années 50, les fouilles des années 50, par un préhistorien français qui s'appelle Jean Labéroche.
Elle a trouvé un squelette. Et ce squelette appartenait à une femme. Et il y avait un médecin qui a examiné ce squelette, ça s'appelait Jean d'Astug. Et il a remarqué une chose, que cette femme avait des problèmes en fait de motricité. Elle ne pouvait pas bouger, etc. Donc, vous savez, cette dame, elle a atteint un âge, en fait, assez, je dirais, elle a atteint l'âge adulte. Vous savez, si elle avait des problèmes de motricité, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais bougé de la grotte, c'est-à-dire que ces humains-ci, c'était des nomades. On ne pourrait jamais prendre soin de cette dame. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des gens sur place. Ah, une présence continue, donc sédentaire. Tout le temps. Donc ça, c'est sédentaire. Et puis, il y a en fait le fait d'avoir beaucoup de consommation, une grande consommation des fruits, surtout des glands, par exemple, des glands du chêne, le belot. Et donc, ils ont C'est plus clair. Pardon? C'est plus clair. C'est plus clair. Et donc, ils ont trouvé en fait un moyen de le transformer, parce que les écorces, s'ils sont carbonisés, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, s'ils sont carbonisés, ils vont se fossiliser. Donc, ils vont résister au phénomène de la fossilisation. Donc, on les a trouvés par une méthode qu'on appelle la flottation. Et on les a étudiés selon en fait une discipline qu'on appelle l'anthracologie, la carpologie. Et donc, ces restes de fruits qu'on trouve dans la grotte et qu'ils ont pu transformer parce qu'on trouve du matériel de broyage, c'est-à-dire des meules avec des galets. Donc c'est comme si en fait ils ont commencé à faire un travail, à fabriquer de la farine en quelque sorte, une transformation en fait de ces aliments, de ces fruits. Ça, c'est pas le comportement de nomades. Ça, c'est le comportement des gens qui veulent vraiment stocker, je dirais en fait, ce matériel au cours de l'année. Mais ils ont aussi diversifié leur régime alimentaire. C'est pour cette raison qu'on a trouvé qu'ils avaient un penchant vers la consommation des plantes, mais aussi vers la collecte des escargots. Comme on l'avait dit la dernière fois. En plus, bien sûr, ils n'ont jamais perdu la main en ce qui concerne la chasse, par exemple, surtout du mouflon et d'autres animaux aussi, des bovidés, etc. Donc, c'est des gens, vous savez, quand on commence à diversifier les sources alimentaires, ça veut dire qu'on avait en fait un mode de vie de rester dans un endroit donné et de ne pas trop bouger. Donc toutes ces découvertes-là, ces escargots, cette meule, etc., donc cette dame qui n'a pas bougé de ça, on est dans quelle période là? Bon, on est à 15 000 ans. Donc au lieu de dire l'agriculture arrive il y a 7 000 ans, on peut dire le Maroc avait des sociétés sédentaires il y a 15 000 ans, ce que vous dites. C'est ça, en fait, ça dépend comment vous définissez l'agriculture. Non, j'ai pas dit agriculture, j'ai dit sédentaire. Oui, bon, si vous voulez, enfin, sédentaire, comme je vous ai dit, en fait, ce sont, dans le voie, ce sont des comportements, pas de nomades, mais de sédentaires. Et ce qui casse un peu toutes les idées d'une espèce de zone, quoi, un peu vide, avec quelques tribus nomades. Ça change beaucoup de choses, monsieur Lali. Vous savez pourquoi? Parce que, bon, tout à l'heure, on avait parlé de ces contacts entre l'Afrique du Nord et le Levant, par exemple. Vous savez, ce genre de pratiques, c'est de transformation des aliments, un comportement plus ou moins sédentaire, etc. Ça, c'est quelque chose qui est apparu aussi au Levant, supposé être à l'origine en fait de ces pratiques en fait en Afrique du Nord, mais la date elle est beaucoup plus récente par rapport aux 15 000 ans qu'on a en Afrique, enfin en Afrique du Nord en fait, en Afrique du Nord-Ouest. Là-bas, c'est autour de entre 10 000 et 12 000 ans. Je suis en train de dire que ce serait nous qui aurions sédentarisé le Levant. C'est une révolution, ça. Parce qu'en général, ça ne marche pas dans ce sens-là, la civilisation. Ça va de l'autre côté. Vous savez, je publie beaucoup de cartes, y compris dans mes cours, mais je ne mets jamais de flèches. Je mets des traits ou des cercles, mais je ne mets jamais de flèches, parce que, il faut le dire en toute sincérité, on ne sait pas dans quel sens, en fait. Parce que, vous savez, dans l'histoire, il y a aussi des phénomènes, je dirais, de convergence. Même si, pour cette période, je ne le crois pas beaucoup. Parce qu'en fait, ce type d'innovation, ils ont toujours un centre. D'accord, donc en fait, on a effleuré beaucoup de choses. Et en fait, ce podcast, avec le recul, doit s'appeler « Réécrire le pré-islamique ». Voilà, parce qu'on a ouvert des portes, on a ouvert des champs, et on a complètement perturbé. Moi, là, je finis ce podcast perturbé, je vous le dis. Et je vous remercie beaucoup, Seb Jalil. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.